Parti. Bonjour Gauthier, Bonjour Karine. ça me fait vraiment très plaisir de te revoir ce matin. D'abord parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble. Tout à fait. Et puis parce que c'est une belle matinée d'été qui s'inscrit dans l'après-confinement. Oui. D'ailleurs, je sors de la piscine. Et tu sors de la piscine et ça se voit et ça se sent. L'après-réouverture du luxe. Oui. Vous avez rouvert il y a 2 jours, Le lundi 22 juin, lundi 22 juin. comme le recommandait le gouvernement. Qu'est-ce que ça implique d'avoir ouvert après 3 mois, quasiment? Après 100 jours de fermeture, oui, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'on avait besoin de se retrouver avec le public, avec les spectateurs. On a été d'une certaine manière orphelins d'eux. Je pense qu'ils ont été orphelins de leur salle. Donc c'était important de réouvrir. Après, on s'était préparé à une ouverture un peu plus tardive, au 1er juillet. C'était le scénario qui était en train d'être travaillé avec le gouvernement. On était un peu surpris par cette annonce du coup. Je pense qu'il nous aura fallu un peu de temps parce que pour le coup, on n'était pas totalement prêt, même si les mesures sanitaires sont assez simples à mettre en œuvre. En revanche, on a à l'affiche assez peu de films qui puissent permettre au public de vraiment reprendre le chemin des salles, parce que de leur côté, les distributeurs eux-mêmes n'ont pas eu le temps de se positionner, de reprendre le calendrier. Et donc on est un tout petit peu coincé par ça. Et puis par le beau temps. Mais alors là, le gouvernement n'y peut rien, et la date n'y peut rien. Voilà, ça tombe plutôt mal, puisque c'est une semaine où il fait effectivement très très chaud. Et les gens ont autre chose à faire peut-être que de retourner dans des salles obscures où, en plus de ça, il y a encore une crainte, une peur. Alors, tu disais que vous n'étiez pas tout à fait prête, les calendriers avaient été bousculés. Est-ce que ça signifie que vous aviez un programme pour cette fin juin et qu'il a été modifié? Ce que ça signifie, c'est que en fait, moi, pendant cette période qui a duré 100 jours pour les salles de cinéma, c'était très long, j'ai souhaité que le luxe ne reste pas inactif. Et donc on a mis alors de façon parcimonieuse, et ça reste marginal, mais des choses en œuvre, puisqu'on avait déjà une plateforme qui s'appelle Netflix, plateforme concurrentielle de Netflix évidemment. Elle existe depuis 3 ans, c'est un prolongement de notre vidéoclub, et donc du coup on l'a alimenté un peu plus que d'habitude, et d'ailleurs ça a très bien fonctionné. Les spectateurs du luxe nous ont été très fidèles, et pas seulement les spectateurs du luxe. On a beaucoup parlé de cette plateforme. Par ailleurs, on a fait des séances de e-cinéma. Le e-cinéma, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier. C'est des séances sur une salle virtuelle, à heure fixe, souvent suivies de débats avec la réalisatrice, le réalisateur. Et donc on en a fait quelques-unes, je dirais une bonne quinzaine, pendant toute cette période. La réflexion maintenant, c'est de savoir si on continue ou pas, puisque c'est finalement quelque chose d'assez intéressant à mettre en œuvre. Et puis surtout, ce qui a fait beaucoup parler du luxe, c'est la mise en œuvre de drive-in. Donc l'idée, c'était de délocaliser une des salles du luxe sur le parc des expositions à Caen et de permettre aux gens de venir de façon très sécurisée dans leur voiture, de payer un vrai billet de cinéma en fait, et avec des films qui étaient encore à l'affiche quand on a fermé nos portes, type Parasite, type De Gaulle. Enfin, on n'a pas fait De Gaulle, mais on allait le faire justement. Et nos drive-in, on devait les poursuivre jusqu'à la fin juin. C'est-à-dire, on voulait faire la jonction avec les réouvertures des salles. Et c'est aussi ce qui nous a pris un peu de cours, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'arrêter finalement le 20 juin, puisqu'on s'est tenu à l'engagement qu'on avait, c'est-à-dire de faire la jonction avec l'ouverture, d'arrêter après. Donc le drive-in, il a été installé. Ah oui, le drive-in, il était installé, et lui aussi, il a subi les aléas du temps, malheureusement. Il y a eu des intempéries qui nous ont obligés à annuler quelques séances, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé, et c'était un moment assez exceptionnel, et même émouvant. Moi, j'ai retrouvé des choses que j'ai rencontrées au Mali. Alors ça n'a rien à voir, parce qu'au Mali, je faisais des projections itinérantes, et les gens ne venaient pas en voiture, ils venaient à pied, même le plus souvent. Mais en plein air, mais il y avait quelque chose dans la préparation, dans l'énergie, dans la joie,
des spectateurs là, qui klaxonnaient, qui faisaient des appels de phare, quelque chose de très fort et très émouvant. Et du coup, finalement une certaine fierté pour l'équipe du luxe d'apporter quelque chose pendant cette période, de ne pas laisser les gens totalement orphelins de leur salle de cinéma, de ne pas laisser orphelins du cinéma tout court, même si c'est vrai que le cinéma on a pu, et ça il faudra qu'on regarde ça de près, nous professionnels, le cinéma on a pu le trouver ailleurs pendant toute cette période, on le trouvait déjà, mais là ça a été fulgurant avec l'explosion des plateformes, voilà, et puis la télévision qui s'y est mise aussi de façon très forte. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de regarder chez soi un écran, où les films sont accessibles, ou de se retrouver tous ensemble face à un grand écran, dans une salle de cinéma? Je crois que tu viens de le dire toi-même. Mais là où moi j'ai été beaucoup critiqué quand même pendant cette période, notamment par la Fédération nationale des cinémas français, qui reproche certaines initiatives des salles justement de travailler sur la VOD, d'encourager leur plateforme VOD et donc d'encourager les gens à aller voir le cinéma ailleurs qu'au cinéma et puis également pour les drive-in parce qu'il y a une espèce de corporatisme en France de l'exploitation cinématographique qui considère que le cinéma n'existe que dans les salles. Or, je pense que c'est pas vrai. Je pense que le cinéma, on peut le trouver ailleurs. En revanche, on peut le trouver ailleurs et d'ailleurs, je pense que c'est les réalisateurs eux-mêmes qui doivent dire ce qu'ils en pensent, quoi. Si un réalisateur considère que son film peut être vu ailleurs qu'au cinéma, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. En revanche, c'est effectivement dans l'expérience collective qu'il y a quelque chose de très fort, de très différent dans l'échange, dans le débat. Voilà. Et même, d'une certaine manière, dans le drive-in, il y avait cette expérience collective en fait. Et, les gens retrouvaient quelque chose qui les séparait de cette fameuse distanciation sociale qui a été à l'œuvre pendant 2 mois, quoi. Ce qui est en jeu et qui disparaît, je pense, quand on est tout seul, ce n'est pas la qualité des films, la nature des films, le propos des films, l'esthétique, c'est le rituel social. Oui, tout à fait, oui, oui. C'est comme de prier chez soi plutôt que d'aller dans un lieu de culte ou à l'église. Le cinéma, comme l'église, comme le théâtre, est un lieu qui rassemble et dans lequel on adopte certains comportements. Oui, non, En pyjama. Ben voilà, exactement. Ouais. Quoi qu'il y a des salles maintenant qui ont été créées, c'est avec des lits en fait. Il y a des inventions comme ça absolument hallucinantes où effectivement on incite les gens dans la salle même à retrouver leur réflexe de maison. Écoute, c'est vraiment extraordinaire d'entendre un directeur de salle tenir ses propos. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on entend tout à fait l'inverse, que la pandémie aurait encouragé des réflexes qui sont éloignés de la nature même du cinéma. Mais plus nous nous trouverons dans des situations inédites, plus nous inventerons des dispositifs inédits. Et ça, c'est complètement passionnant. Alors maintenant, parlons un tout petit peu du contenu du film. Est-ce que, selon toi, je ne te demande pas de lire dans ta boule de cristal, mais selon toi, la production cinématographique va être affectée par ce qui s'est passé dans le contenu des films et puis dans les désirs des producteurs d'investir? D'une part, la production va être impactée immédiatement, puisqu'il y a énormément de tournages qui étaient en cours, qui se sont trouvés arrêtés. Et obligatoirement, il a fallu réfléchir à la façon de faire évoluer par exemple les scénarios, mais aussi les productions, les tournages, puisque un tournage aussi est soumis aux mesures de distanciation physique. Et on imagine mal 2 acteurs avec des masques, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour les producteurs. Donc là, ça va être un impact immédiat, et puis y compris pour les tournages à venir. Ce qui va impliquer aussi de la part des réalisateurs à inventer effectivement des dispositifs, mais aussi les scénaristes à réfléchir à des scénarios qui permettent malgré tout de faire des tournages dans des conditions. Un jour, un producteur peut très bien dire « j'ai pas besoin de la salle », ce qui est arrivé déjà plusieurs fois quand Netflix mettait le budget total sur un film de Scorsese, mais aussi de plus en plus, je crois,
par crainte peut-être aussi de ce qui pourrait arriver à nouveau, la production risque de se dire je peux tout à fait me passer de la salle et surtout je peux me passer de la chronologie des médias. La fameuse chronologie des médias qui impose une fenêtre de 4 mois qui est préservée pour la salle, ce qui est une très bonne chose pour les salles de cinéma, mais obligatoirement les choses vont évoluer et donc c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt en fait à un éventuel une éventuelle exposition de cette fameuse chronologie des médias. Oui, donc ça veut dire inventer d'autres systèmes, d'autres idées. Ça veut dire se préparer aussi à la possibilité qu'il y ait des sorties de films qui soient concomitantes à salle de cinéma et VOD. C'est ce qui existe déjà d'ailleurs dans certains pays et il faut que, je pense, l'exploitation française s'y prépare, même si naturellement, dans un premier temps, il faut continuer, à mon avis, quand même, à se battre pour la chronologie. Alors, le luxe est malgré tout une salle ancienne, militante, qui a des valeurs. Tu fais bien de dire que c'est une salle ancienne, parce que précisément là, aujourd'hui, on devrait être en train de fêter les 60 ans de la salle. On avait préparé, alors ça fait partie des choses qui aussi ont été un peu délicates humainement pour l'équipe, c'est qu'on avait préparé des festivités qui devaient démarrer le 20 juin et se finir le 1er juillet. Et donc là on est en pleine festivité, en plus il fait beau, il fait un temps magnifique. On avait un chapiteau à côté du cirque et on fêtait nos 60 un chapiteau de cirque à côté du luxe et on fêtait nos 60 ans. Et là tout est tombé à l'eau. Bon, ceci dit, on reportera sans doute à l'année prochaine. Ouais. Donc 60 ans d'existence pour une salle comme le luxe, ça veut dire malgré tout une nécessité. Parce qu'on ne dure pas 60 ans s'il n'y a pas le public, s'il n'y a pas l'engagement, s'il n'y a pas un fondement existentiel très fort. Est-ce que tu peux définir la place du luxe aujourd'hui, en 2020, dans le contexte cinématographique local ou national, des salles comme le luxe, et peut-être ce qui singularise l'engagement du luxe? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le luxe a effectivement 60 ans, mais Caen a toujours été très riche au niveau de sa cinéphilie, en fait, et Caen, et c'est ce que j'ai rappelé à chaque fois là, pendant nos drive-in, est la ville la plus cinéphile de France après Paris, ce qui veut dire que les spectateurs en fait ont une fréquentation beaucoup plus élevée qu'ailleurs et les résultats sur les films sont nettement supérieurs à beaucoup d'autres villes de taille comparable ou même de taille supérieure. Donc il y a une vraie cinéphilie qui a encouragé évidemment au fil des années le luxe mais aussi le Café des Images et puis malgré tout encore aujourd'hui le Pâté ou GC qui sont des circuits très performants. Donc il y a cette particularité de la ville de Caen qui est liée très certainement à la dynamique du luxe, qui est une association, ça c'est important de le rappeler, totalement indépendante, même si elle est soutenue par la communauté urbaine, mais elle est indépendante, propriétaire de ses murs. Elle a une histoire avec l'église, l'évêché, qui a construit aussi un peu son esprit. Et ce qui fait la singularité, je pense, c'est tout ce que le luxe hérite encore de l'éducation populaire en fait. Et l'éducation populaire, c'est aller chercher le public là où il est, quel que soit le film, quel que soit le public. Et c'est un peu l'esprit de ce qu'on a fait avec le drive-in, parce qu'on est allé chercher un public beaucoup plus large. Est-ce que dans le choix des films, l'engagement du luxe, les idéaux que défend le luxe se retrouvent? Ou est-ce qu'on a une programmation assez représentative de toutes les facettes, y compris les plus anecdotiques ou les moins... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça repose la question du projet associatif du luxe, du projet culturel du luxe, qu'on a réinterrogé il n'y a pas très longtemps. Parce que, encore une fois, ce qu'on considère qui doit nous porter, c'est la cinéphilie et l'éducation populaire. Le luxe doit malgré tout accompagner aussi son temps et donc défendre certaines valeurs comme l'écologie, mais aussi comme la parité, comme le soutien à certaines personnes défavorisées, enfin tout ce qu'on peut imaginer de ce qui compose notre société actuellement. Mais ça doit rester secondaire.
Donc il y a toujours un moment, effectivement, on encourage le débat, donc on va avoir des films autour de l'écologie, autour de la parité, on est maintenant dans le collectif 50-50, mais malgré tout, on reste avant tout des cinéphiles et on ne s'interdit rien au niveau de ce qu'on souhaite présenter, veut présenter, c'est pour nourrir ce qu'on appelle chez nous un peu un terme qu'on a un peu imaginé comme ce qui nous représente, c'est la cinéphilisation. Est-ce que vous avez des temps forts dans l'année, des manifestations comme des festivals? Est-ce que vous avez des thématiques? Est-ce que vous avez à certains moments des événements? Alors écoute, avec le Café des Images, on s'était posé plusieurs fois la question de mettre en place un festival, éventuellement à Caen. Il en était d'ailleurs question aussi du côté de la ville. On a fait des tentatives avec un festival de court-métrage. Mais ce qu'on considère vraiment, c'est que entre le Luxe et le Café des Images, c'est finalement un festival toute l'année. On reçoit énormément de réalisateurs, chacun une cinquantaine. On a une centaine de débats par an, autant d'animations. Et donc on a quelques événements comme les Boréales auxquels on participe, mais qui ne sont du coup pas nos événements, qui émaillent notre saison. Beaucoup de rendez-vous, mais pas de festival, sinon peut-être le festival Enfants Dessinés, qui est un moment très fort de la fin d'année, où on accueille pas loin de 20 000 enfants quand même, ce qui est pas mal, avec des films d'horizons divers, des animations aussi adaptées, de l'éducation à l'image. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir faire une création à Cannes, scénique, mélangeant des corps vivants, charnels, avec l'image enregistrée, de faire pas mal de choses comme ça, mélangeant, mixant l'image projetée et le corps 3D, les 3D de la chair, physiquement. Est-ce que vous faites des choses comme ça, des événements vivants, liés, connectés au cinéma, avec les arts plastiques, la danse, la musique? Alors, déjà, pour commencer, on a une collaboration très ancienne et très régulière avec le théâtre de Caen. Donc on se porte écho des représentations qui ont lieu au théâtre. Donc on est vraiment en lien avec la danse, les spectacles vivants, les arts visuels. Et effectivement, ça nous arrive de participer à des projets comme cela. Je me souviens très bien d'avoir fait quelque chose d'assez étonnant avec, par exemple, Joël Hubaut. On avait reproduit la première séance de Maurice Lemaître. Donc ça fait partie de ces projets un peu originaux qu'on aime bien mettre en place. Mais justement pour nos 50 ans, donc c'était il y a 10 ans, au Théâtre de Caen, on a organisé un grand tournage participatif sur la scène du théâtre, un hommage à Fellini. Et donc là il y a eu vraiment mélangé toutes les cultures, tous les arts sur la grande scène du théâtre, mais aussi dans ses coulisses, du cinéma, du théâtre, avec les gens qui venaient participer, se maquiller, étaient costumés. C'était en collaboration avec Amavada. C'était un vrai grand bonheur, un vrai grand moment. Ça s'appelait la Grande Ripresa. Ça venait clôturer nos 50 ans. C'est formidable. Quelques mots pour finir sur toi, sur ton parcours. Je crois que tu as grandi à Caen. Et j'ai été très tôt bénévole au Luxe en fait, en 88, au début de mes études de droit. J'ai poursuivi mes études de droit jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis titulaire d'un DEA, d'un DESS, et normalement ma carrière ça aurait dû être avocat. Néanmoins j'étais bénévole pendant toute cette période du Luxe, et quand j'ai eu fini mon service militaire, parce que je suis un des derniers à avoir fait mon service militaire, il se trouve que le Luxe cherchait à remplacer M. Benoît, qui était le monsieur qui a écrit toute l'histoire du Luxe jusque dans les années 90. Et on m'a proposé de faire un ticket avec Didier Anne. Et j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai accepté immédiatement. Et donc je vis cette aventure avec Didier alors maintenant qui est passé dans une autre aventure lui, puisqu'on vient de créer une structure avec le Café des Images qui s'appelle Le Gap, et c'est Didier qui en prend la direction.
Et voilà, et donc on a construit ce beau projet qu'est le Luxe maintenant avec 3 salles. À l'époque, il n'y avait qu'une salle. Maintenant, on programme des salles à Douvres, à Ouistreham, à Falaise, à Lyon-sur-Mer. On fait énormément de projections à l'image, de projections plein air, d'éducation à l'image. Donc un vrai beau parcours. Et en fait, mon histoire caractérise un peu celle de tous ceux qui composent l'équipe du Luxe. C'est-à-dire qu'on a la particularité d'avoir une équipe qui est entièrement issue du bénévolat au Luxe. Ce qui fait qu'on a une équipe, alors même si on sort d'une période un peu difficile, où il y a eu des tensions et que ça ne va pas être facile de rebondir après 3 mois de fermeture, on a une équipe qui est totalement portée par un projet en fait. Ce qui rend d'ailleurs parfois complexe, puisque chacun est emporté par ce projet, il a envie qu'il avance un peu à sa manière. Donc, le collectif est très important en ce moment-là, mais il faut aussi pouvoir le gérer. Donc voilà, en quelques mots, mon histoire. Bah, écoute, bravo. Ah oui, oui, j'ai oublié quelque chose d'important quand même, Karine. Parce que tu me parlais du confinement aussi. Ça aurait pu m'amener à faire quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, c'est d'écrire. J'ai écrit pendant 10 ans tous les jours quasiment, en y consacrant beaucoup de mon temps, parce que j'avais quelque chose sans doute à extirper. Ça donnait d'ailleurs lieu à la publication d'un ouvrage qui s'appelle Mes Momos, c'est aux éditions Vistemboire, quelque chose dont je suis assez fier, un très bel objet. Et bien pendant le confinement, je ne l'ai pas du tout fait et en fait en ce moment, je ne ressens pas du tout le besoin de le faire. Mais j'ai aussi ce truc d'écriture derrière moi quand même.